Les Spurs ont enfin trouvé les solutions face aux Timberwolves dans ce match 2. Il y a maintenant égalité dans la série et ils ont surtout trouvé des solutions en défense pour stopper cette équipe de Minnesota. Moi, ce que je vous invite tout simplement, c'est de partir avec moi pour cette analyse vidéo. On va découvrir comment les Spurs ont réussi à arrêter l'attaque des Timberwolves et d'Anthony Edwards. Alors souvent pour arrêter une personne en 2026, il en faut deux et c'est exactement ce qui s'est passé chez les Spurs cette nuit. On commence par cette possession qui est très importante parce que tout simplement ça montre à quel point les Spurs ne vont pas hésiter à aller à deux sur Anthony Edwards plusieurs fois dans une même possession. On a déjà eu Anthony Edwards qui a été arrêté dès qu'il a passé milieu de terrain et quand il va retoucher le ballon dans un deuxième temps sur la possession avec cette fois plus que 11 secondes sur l'horloge G24, et une deuxième fois, on a deux joueurs qui viennent lui mettre la pression pour le forcer à lâcher la balle. Et ça a été un des plans de jeu des Spurs, faire en sorte que Anthony Edwards ne touche pas le ballon, ou en tout cas le moins possible. Et ça a plutôt bien marché. Mais la vérité, c'est que ça n'a pas été seulement sur Anthony Edwards. Les Spurs ont vraiment mis une grosse pression sur tous les porteurs de balles de Minnesota. On a commencé à mettre la pression très haut sur le ballon, avant même la ligne médiane, et après, à chaque passe, on continue à exercer le plus possible la pression. On switch le défenseur, donc le but c'est de vraiment ne laisser aucun décalage à Minnesota, et on essaye le plus possible de mettre le porteur de balle sous pression, même après un écran. Ici, Keldon Johnson, encore une fois, arrive à repousser Ayo Dosunmu presque à la ligne médiane. De'Aaron Fox passe sous l'écran de Rudy Gobert et vient directement mettre la pression sur Naz Reid. Et au moment du drive, un deuxième défenseur arrive, ici Luke Kornet, pour empêcher potentiellement le lay-up et aussi la passe vers Rudy Gobert. Et c'est une nouvelle perte de balle. Il y a eu 20% de perte de balle du côté de Minnesota, c'est absolument énorme. Et regardez encore une fois ici, ballon à Anthony Edwards et on vient à 2 pour forcer le ballon à sortir. Rudy Gobert qui arrive quand même à trouver un ballon à l'opposé, mais il n'y a pas une bonne attaque et il n'y a surtout pas un bon spacing. Regardez ici, quand Naz Reid prend le tir, quasiment tous les défenseurs des Spurs sont autour de lui. On ne respecte pas les shooters à 3 points du côté de Minnesota. Le but est vraiment d'empêcher les tirs au cercle et de forcer des pertes de balles. Ici, on a une remise en jeu pour Julius Randle. Regardez la vitesse avec laquelle Anthony Edwards arrive dans son dos. Il y a aussi Stephen Castle qui vient lui mettre la pression dès qu'il reçoit la balle. Et directement, l'attaque est cassée. On n'a plus de rythme offensif et on n'a toujours pas de spacing. Regardez, les 5 joueurs des Spurs sont dans ce petit carré. Minnesota essaye pourtant d'apporter du spacing en s'écartant le plus possible. Mais avec la pression mise sur le porteur de balle et le manque de shooting de Minnesota, ça ne fait pas peur aux Spurs. Et du coup, ils arrivent vraiment à créer beaucoup de problèmes et à forcer soit des tirs compliqués, soit des pertes de balles. Et parfois, même Anthony Edwards, avant même qu'il touche le ballon comme ici, il y a déjà une grosse pression défensive qui vient se mettre en place pour lui empêcher même de rentrer dans l'attaque. Ici, il pose un écran pour obtenir le switch sur De'Aaron Fox, mais De'Aaron Fox arrive vraiment à rester entre le ballon et Anthony Edwards pour éviter que la passe arrive aux joueurs de Minnesota qui n'arrivent pas à se démarquer. Et donc on a une attaque qui commence avec seulement 6 secondes restantes sur la possession et qui va donc donner un tir compliqué. Ils ont très très bien joué le jeu de sortir Anthony Edwards de l'attaque, faire ralentir et rallonger le plus possible les possessions pour gêner et en vrai ralentir tout simplement ce jeu et forcer les tirs compliqués parce qu'une fois que tu rentres dans une possession avec seulement 15 secondes pour créer ton attaque et que tu as une défense qui vient sur toi tout terrain, ça commence à être compliqué, surtout quand ton spacing ne te permet pas d'avoir de bons tirs. Et pourquoi ils sont venus à 2 sur Anthony Edwards ? Parce que quand tu viens pas à 2 sur Anthony Edwards, tout simplement, les 1 contre 1, c'est quelque chose qu'il maîtrise et du coup, il y a vraiment eu très peu d'occasions pour lui de mettre ces tirs-là parce qu'ils sont souvent venus à 2. Mais il y a eu d'autres choses en défense du côté des Spurs. J'espère que pour les fans de l'attaque, je suis désolé d'ailleurs de cette vidéo, on va beaucoup parler de défense. Et en un autre côté, c'est comme ça qu'ils ont gagné le match. On est sur la première possession du match ici et vous allez voir qu'ils ont vraiment très bien réussi à mêler switch et protection de cercle. On a donc ici De'Aaron Fox qui passe
au-dessus de l'écran pour arriver à gêner Mike Conley. Ici, De'Aaron Fox reste coincé dans l'écran. On a donc le switch qui s'opère pour Wembanyama qui arrive à rester devant Mike Conley. L'avantage d'avoir un intérieur très mobile. Et quand la passe vient à Rudy Gobert, Wemby est déjà repositionné. Mais vous voyez aussi ici, on a déjà 2 joueurs qui sont aussi présents pour protéger la ligne de drive et la ligne de passe dans le corner. Sachant que Shannon Jr. n'est pas du tout respecté à 3 points. Le tir au cercle n'est pas possible. Et là, on a vraiment la défense des Spurs qui se renferme autour de Rudy Gobert. Et c'est une interception. Donc déjà, très bonne défense et de switch et de drop de la part des Spurs pour commencer le match. Et en plus, beaucoup de contre-attaques. Et ça les a beaucoup aidés. Ils ont généré le plus gros volume de contre-attaques des playoffs 2026. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi sur ce match, c'est la défense de drop de notre ami Luke Kornet. Regardez ici, il reste vraiment bas et il ne se fait pas piéger par le spin pick and roll parce qu'il arrive vraiment à contenir l'écran. Le but étant vraiment de laisser potentiellement le drop à Anthony Edwards. Ici, petite hésitation d'Anthony Edwards, mais Luke Kornet ne se laisse pas avoir et il reste au contact de l'ailier, mais sans faire faute et il arrive très bien à protéger le cercle. Ici, Shannon Jr. sur Champagny, on arrive encore une fois à une situation de drive, mais regardez, Luke Kornet est vraiment dans la ligne de drive, il ne s'occupe pas de Rudy Gobert qui est juste là. Donc comme Shannon Jr. va réussir à le prendre de vitesse, ici il opère vraiment très bien le drop, vous voyez qu'il recule petit à petit sans faire de trop gros pas et il ferme totalement la ligne de drive. Shannon Jr. vient s'enfoncer sur lui et c'est un contre. Les Spurs ont aussi très bien géré la situation de roamer de Wembanyama. Regardez ici, il est dans le corner à l'opposé pour commencer l'action. Sauf que Mike Conley vient s'y placer, le switch est opéré, De'Aaron Fox récupère Julius Randle et Wembanyama récupère le marquage de Mike Conley. Le but étant tout simplement qu'il reste dans cette zone-là du terrain. Mike Conley n'est même pas une menace parce qu'il n'a pas le temps d'aller dans l'autre corner pendant le drive. Et quand McDaniels arrive dans la raquette, Wembanyama est déjà là et c'est un nouveau tir compliqué. Défense de grande qualité aussi de Dylan Harper sur cette action et sur cette fin de premier quart-temps. Il a vraiment réussi à gêner beaucoup les porteurs de balles. Et ce qui m'a plu aussi, c'est comment il s'est placé en défense sans ballon. Vous voyez ici, on met encore une fois la pression sur Anthony Edwards avec Keldon Johnson. Anthony Edwards est obligé de partir du coup sur la gauche. Et Dylan Harper, regardez, il est prêt dans le stun pour venir couvrir cette zone-là du terrain et le drive potentiel. Mais avec sa longueur et son intelligence de jeu, vous voyez ici, il met un appui ici pour faire mine de venir stunt. Mais en fait, il avait anticipé la passe à Bones Hyland et il arrive à intercepter le ballon d'une main. Ça, c'est typiquement le genre d'action que Ginobili faisait dans son prime. Juste après, encore une interception de Dylan Harper qui arrive ensuite à envoyer Devin Vassell en contre-attaque et les Spurs ont réussi à garder Minnesota à 35 points sur la mi-temps. C'est tout simplement exceptionnel. En attaque, ce que j'ai aimé du côté des Spurs, c'est qu'ils ont réussi à mettre pas mal de pression sur le cercle, notamment avec Wembanyama, mais pas seulement. Il y a eu beaucoup de mouvements et ils ont réussi à attaquer le drop de Rudy Gobert pour éviter qu'il soit statique, mais justement l'impliquer dans les actions. Ici, on a directement un end-off avec Wembanyama, ce qui fait que Rudy Gobert est assez haut sur le terrain plutôt que d'être finalement proche du panier. Ce qui permet à Fox d'avoir un peu d'espace et même si c'est pas un tir totalement pris au cercle, on est quand même sur une belle verticalité quand il peut prendre son tir et il a un peu de temps d'avance sur Rudy Gobert pour mettre ce petit flotteur main gauche. Autre play intéressant ici, on va avoir un écran de Wembanyama ici pour Devin Vassell. Shannon Jr. va rester du coup bloqué dans l'écran de Wembanyama, ce qui force Rudy Gobert à sortir sur l'ailier et du coup ça fait... Alors je sais pas si c'est un tir loupé d'ailleurs, vous pouvez me dire, je trouve que ça ressemble beaucoup à une situation de tir. Ils ont appelé ça un alley-oop sur le NBA play-by-play, mais je pense que c'était un tir. Néanmoins, ça permet d'avoir un tir au cercle à la fin pour Wembanyama et c'est tout ce qui compte. Ici on a un excellent drive de Dylan Harper. Bel écran de De'Aaron Fox qui force le switch d'Ayo Dosunmu, mais Dylan Harper a donc un temps d'avance quand il part au drive. Il arrive à faire le spin, à tirer encore une fois Rudy Gobert sur lui, et belle petite passe de Luke Kornet pour un dunk. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont très bien fait du côté des Spurs, avec un peu de post-up, mais aussi beaucoup de mouvements. Ils ont réussi à obtenir des tirs au cercle
pour Wembanyama et les autres. Et ça, c'est vraiment très important quand les tirs ne rentrent pas, même si cette nuit, ils sont plutôt bien rentrés. Ici, regardez, on attaque le small ball de Minnesota. On n'a donc pas de Rudy Gobert. C'est pour ça qu'on force les post-up pour Wembanyama et ça marche beaucoup mieux sans Rudy Gobert sur le terrain. Autre chose que les Spurs ont très bien fait, regardez, il y a 23 secondes sur l'horloge. Le tir vient d'être marqué pour Minnesota et pourtant, quelques secondes plus tard, on est déjà au cercle de l'autre côté pour les Spurs. Seulement 4 secondes pour obtenir un dunk. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont très bien fait tout le long du match, c'est d'attaquer très vite, le plus tôt possible pour obtenir tout simplement les meilleurs tirs. Et ça a vraiment bien marché, notamment autour aussi de Castle, de Devin Vassell et Dylan Harper qui savent se projeter très vite dans ces situations. Et c'est vrai que dans le process de créer de la contre-attaque, non seulement ils l'ont réussi grâce à des pertes de balles, à une bonne défense, mais aussi en se projetant tout simplement très vite vers l'avant. Et c'est vrai que ça veut dire qu'ils ont identifié qu'au match 1, ils avaient été trop lents pour rentrer dans leurs actions et justement en allant plus vite, ils ont obtenu des meilleurs tirs et plus de situations de drive. Il faut avouer qu'aussi, ils ont de très bons drivers, notamment Stephen Castle. Vous voyez encore une fois, 20 secondes sur l'horloge et Stephen Castle ne va pas hésiter à attaquer directement le cercle sans se poser de questions. Le but étant d'obtenir les meilleurs tirs possibles, le plus tôt dans la possession, quand la défense ne s'est pas encore mise en place. Ici, il vient de passer la ligne médiane, il voit qu'il n'y a pas de décalage qui a été fait par l'écran de Wembanyama, il prend un temps d'avance et il drive sur McDaniels jusqu'au cercle, and one. Je me permets de revenir sur ce drive que j'avais trouvé quand même drôlement intéressant parce qu'on utilise ici Wembanyama comme un leurre pour avoir Rudy Gobert très loin du cercle. Et c'est là où les Spurs se sont aussi bien adaptés. Vous voyez, vous avez l'écran de Champagny pour occuper Rudy Gobert et forcer potentiellement un switch sur Conley, mais en fait c'est là où avoir de très bons drivers c'est aussi utile parce que pendant que le protecteur de cercle est occupé à passer au-dessus d'un écran, en fait il y a un drive qui est possible et Gobert arrive à un temps en retard sur l'aide. Et puis les Spurs ont aussi beaucoup été en réussite à 3 points, donc forcément ça les a aidés, mais c'est là aussi où on voit qu'ils ont quand même un certain potentiel de tir. Ils n'ont pas un spacing qui est parfait, mais autour de Wembanyama, de Vassell et aussi de Julian Champagny, il y a un vrai potentiel de tir à 3 points, mais il y a aussi Dylan Harper qui les a mis sur cette nuit, donc voilà. Potentiellement, ça ne va pas toujours aussi bien fonctionner en attaque. Il va y avoir aussi des nuits sans. Mais les Spurs ont très bien joué leur coup. Ils ont profité justement d'arriver à mettre beaucoup de pression sur le cercle pour profiter des espaces qu'ils avaient arrivé à générer dans les corners et derrière la ligne à 3 points. Et du coup, ça a été une très bonne nuit en attaque et en défense parce qu'ils ont vraiment réussi à se créer les meilleures situations. Tout part quand même de cette défense où ils arrivent à limiter à 35 points Minnesota sur la première mi-temps en créant beaucoup de pertes de balles, en venant beaucoup en aide et du coup derrière ça, beaucoup de transitions, beaucoup d'attaques du cercle et des 3 points ouverts. Comme moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.